Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Joël Pulinx, délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine. La France compte plus de 3 millions de piscines. Le secteur a créé il y a 10 ans un label pour construire plus responsable, mieux gérer l'eau. On fera le bilan. Ce 22 mars, justement, c'est la journée mondiale de l'eau. On va y consacrer le zoom de ce Smart Impact avec Geneviève Leboucher, qui est directrice accès à l'eau et assainissement de Veolia. On va notamment parler de la réutilisation des eaux usées. Et puis pour notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Divi et ses produits à base de chanvre et de CBD. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Joël Pulinx, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine, vous représentez près de 1500 adhérents qui pèsent 80% du chiffre d'affaires de la profession. Tiens, pour commencer, je donnais le chiffre en titre. Est-ce que c'est plus de 3 millions de piscines en France? C'est toujours un secteur en croissance? On continue de construire des piscines? Alors oui, on continue de construire des piscines à un rythme un peu moins élevé qu'en 2021, puisque 2020-2021, l'ère post-Covid a été absolument exceptionnelle. Néanmoins, on continue de construire des piscines en France parce qu'il y a une grosse demande, effectivement, de la population et un tel engouement pour les piscines que la France est le premier marché européen, le deuxième marché mondial. Donc 3 200 000 piscines en France. On va parler d'eau, évidemment, de consommation d'eau, beaucoup dans cette émission. Ça représente quel pourcentage de la consommation d'eau? Ça consomme quoi une piscine? Alors une piscine, en moyenne, ça utilise 15 mètres cubes par an. Ouais. Pour le contre-lavage de filtres et pour un petit peu l'hivernage, renouveler l'eau et l'évaporation. On a des moyens de faire encore mieux que ces 15 mètres cubes par an. 15 mètres cubes, c'est vraiment très bas. Et l'ensemble du parc de piscines en France représente 0,15% de l'utilisation de l'eau au niveau national. L'ensemble du parc des 3,2 millions de piscines. 0,15% de la consommation nationale. Effectivement, c'est pas énorme. Il y a 10 ans, le secteur a créé le label Pro-Piscine. C'est quoi ce label? Alors, le label Pro-Piscine, c'est un label qui prend des engagements vis-à-vis du consommateur final. C'est-à-dire que le professionnel qui a signé la charte d'engagement de ce label s'engage sur plusieurs thèmes, pas uniquement celui de l'environnement, mais puisqu'aujourd'hui on parle d'environnement, on va dire que sur l'environnement, il est important que le professionnel guide le client vers de bonnes pratiques en matière d'utilisation de l'eau, en matière d'utilisation de l'énergie. Lui conseille d'avoir les bons équipements aussi, parce qu'aujourd'hui, il existe de bons équipements pour améliorer encore le score environnemental des piscines. Si on met une couverture sur sa piscine, on limite énormément l'évaporation. C'est la même chose si on met un abri, on va gagner des calories dans la piscine et aussi on va limiter l'évaporation. Si on automatise son bassin, on va gagner également en utilisation de l'eau, en utilisation de l'énergie. Ça veut dire quoi, automatiser son bassin? Ça veut dire avoir un système dans la piscine qui va aller vérifier les paramètres de l'eau, qui sont le taux de désinfectant, le pH. Donc on va avoir un bon équilibre de l'eau qui va permettre d'utiliser peu de produits, de faire tourner la filtration de la piscine uniquement le bon nombre d'heures, parce qu'on va vérifier aussi la température de l'eau. Et à partir de là, on va générer des économies à la fois d'énergie, d'eau et aussi de produits dans la gestion de sa piscine. Ouais. 10 ans après la création, enfin c'est un peu plus, c'était 2012, c'est ça la création du label. Oui. Donc une décennie après, c'est quoi le bilan? Est-ce que les pratiques ont changé? Parce que c'est aussi beaucoup de pédagogie ce que vous nous expliquez là. Alors c'est beaucoup de pédagogie parce que effectivement sur la gestion d'une piscine, il y a le professionnel à la base qui va mettre les bons équipements, qui va expliquer à son client comment bien utiliser son bassin. Et aussi il y a une part d'utilisateur qui est importante, parce que si un client a une couverture de piscine mais ne la remet pas sur son bassin, bien évidemment il ne va jamais limiter l'évaporation. Donc quelque part on a de la pédagogie, nous en tant que fédération, vers les professionnels, puisqu'on a un rapport sur l'utilisation de l'eau pour les professionnels. On a également un flyer, un document pour le consommateur final qu'il peut télécharger sur notre site et qu'il peut utiliser pour avoir les bonnes pratiques. On parle de piscine basse consommation. Ça veut dire quoi une piscine basse consommation? Alors une piscine basse consommation, c'est une piscine qui va limiter sa consommation d'énergie, donc qui va avoir par exemple une pompe de piscine correctement dimensionnée par rapport à son volume de bassin. Autrefois, dans les années 90, on avait de très grandes piscines très profondes. Aujourd'hui, on a divisé par 9 l'utilisation de l'énergie quand on chauffe sa piscine par une pompe à chaleur. On a divisé par 6,5 l'utilisation de l'énergie dans sa piscine parce qu'on va utiliser des pompes
très bien dimensionnées par rapport au volume et parfois des pompes à vitesse variable, par exemple. On va limiter aussi l'énergie grâce aux LED qui sont utilisés pour éclairer le bassin. Et également, on va limiter l'utilisation de l'eau parce qu'on aura des piscines plus petites, moins profondes, et également avec un système de circulation de l'eau qui va permettre de limiter encore l'utilisation de l'eau pour la filtration. Mais une piscine non chauffée, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité ? Non, ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. Ouais. Et une piscine chauffée, ça va consommer un peu plus d'électricité. Mais si on parle aussi de manière plus générale d'impact carbone, une piscine... annuellement, ça va représenter 250 kg de CO2. C'est très peu. Et la famille qui va rester chez elle le week-end, qui va rester chez elle pendant les vacances, qui va utiliser son bassin, elle va générer finalement moins d'impact carbone qu'une famille qui va partir tous les week-ends ou qui va partir très loin en vacances. Ouais. Est-ce que il y a évidemment un contexte de sécheresse qui se répète. Il y a eu la sécheresse l'été dernier, on vit une sécheresse hivernale, il y aura sans doute une sécheresse l'été prochain. Est-ce que ça questionne finalement, parce que souvent on monte du doigt les possesseurs de piscines. Comment vous réagissez à ça ? Alors, on réagit, nous, de manière assez raisonnable parce qu'on se dit que finalement, on espère que tout le monde va comprendre qu'une piscine, ça consomme que très peu d'eau, puisque si on laisse construire les nouvelles piscines sur une année, ça va représenter 0,02% de l'utilisation de l'eau nationale. Donc empêcher la construction de ces piscines, finalement, c'est pas là qu'on va faire le plus d'économies d'eau. En revanche, si on met en face de cette utilisation de l'eau, le fait qu'on va pouvoir éteindre les incendies dans les endroits où on a de la sécheresse, assez souvent, on a des incendies. Le fait qu'une famille qui va se baigner ne va pas utiliser forcément de la climatisation ou remplir sa baignoire. Le fait que le bonheur en famille et puis aussi l'apprentissage précoce de l'aisance aquatique et de la natation, les bénéfices santé, sport et bien-être de la population à tous les âges de la vie, finalement, il y a énormément de bienfaits face à une utilisation de l'eau qui est plus que raisonnable. Ouais. Je reviens à la construction. Est-ce qu'on construit, alors vous nous avez dit on fait des piscines moins profondes, etc., mais est-ce qu'on construit différemment ? Est-ce qu'il y a des matériaux, de nouveaux matériaux ? Est-ce qu'on innove encore dans la recherche pour peut-être avoir moins d'impact carbone sur la construction, peut-être aussi sur la gestion des déchets, on pourra en parler ? Alors, sur la construction, il y a de l'innovation qui continue de se faire, bien entendu, comme dans l'ensemble des secteurs. Aujourd'hui, on a même publié récemment une norme sur les impacts environnementaux des piscines. Ouais. On est vraiment précurseur. C'est une norme européenne. C'est notre fédération qui en a été à l'initiative. Et demain, dans quelques années, on va pouvoir classifier les piscines ABCDE comme les maisons, comme les habitations. En fonction de leur consommation, quoi. En fonction de leur impact environnemental global. C'est-à-dire qu'on va prendre... De la construction à la consommation. Absolument. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'énergie, l'utilisation de certains matériaux, la manière dont on va réaliser l'étanchéité du bassin. Et tout ça, ça va être noté au regard de l'impact environnemental. Donc on a été déjà très loin dans cette innovation. Et nécessairement, le fait d'utiliser cette norme-là va conduire les professionnels à innover. Ouais. Et alors je reparle des déchets parce qu'on se rend compte, en fait on est aussi dans le secteur du bâtiment, hein, quand on construit une piscine, c'est un secteur qui est vraiment en train de muter lui aussi et de réfléchir et de concevoir les déchets comme une ressource, ce qui n'était pas le cas auparavant. Est-ce que c'est vrai aussi pour les constructeurs de piscines ? Oui, bien sûr, c'est vrai également puisque nous on est soumis exactement à la même responsabilité élargie des producteurs que le domaine du bâtiment. Donc à partir du moment où on va devoir de mieux en mieux recycler les déchets à partir du moment où on est déjà soumis à d'autres responsabilités élargies du producteur. Aujourd'hui, on applique celles qui concernent les déchets électriques et électroniques, on applique celles qui concernent les emballages. Aujourd'hui, on va appliquer à partir du mois de mai les déchets du bâtiment, donc on est déjà aguerri à ce genre de choses. On recycle aussi les emballages, par exemple, de produits de traitement de l'eau, donc c'est quelque chose qui est déjà dans notre ADN en tant que professionnel. On va terminer avec un thème très important, celui de la sécurité. Vous lancez une campagne intitulée Vigiplouf. C'est quoi Vigiplouf ? Alors Vigiplouf, c'est un petit dauphin. Ouais. Pourquoi un petit dauphin ? Parce que c'est une campagne assez innovante qui va finalement s'adresser directement aux enfants. L'idée, dans ce kit, on a un drapeau vert, un drapeau rouge, avec ce petit dauphin. Donc, si le drapeau est vert, l'enfant peut aller se baigner, tout simple. Si le drapeau est rouge, l'enfant ne doit pas aller se baigner. Il doit bien reconnaître ces deux drapeaux, évidemment. Mais surtout, on a un petit livret à destination
de l'enfant qui va lui expliquer, tu vas chercher ton Vigiplouf pour que le Vigiplouf t'ouvre la piscine. Donc c'est un adulte qui sera chargé de sécuriser, de surveiller en fait, en quelque sorte, c'est ça? Exactement. Le symbole du Vigiplouf, c'est l'adulte désigné responsable de la surveillance. Souvent, malheureusement, ce qu'on sait, c'est que l'accident peut se produire au moment où plusieurs adultes sont autour d'un bassin et où tout le monde croit que l'autre surveille. Chacun Finalement, compte sur l'autre, il faut avoir un seul adulte qui est responsable de la vigilance. C'est le Vigiplouf. Il aura une casquette dans le kit. Il aura un brassard. Il sera reconnu par l'enfant comme tel. Et à partir de là, effectivement, la surveillance sera correctement assurée autour du bassin familial. Ouais. Et dans ce kit, vous avez aussi évidemment tous les conseils de prévention pour les adultes. Parce que dans la prévention, il y a l'apprentissage de l'aisance aquatique à partir de 4 ans pour les enfants. Il y a des vidéos qui sont très bien faites sur le site du ministère des Sports. D'ailleurs, notre fédération a signé un partenariat très fort avec le ministère des Sports il y a maintenant 2 ans pour que justement on mette en ligne aussi ces vidéos, que les grands-parents, les parents et les personnes qui apprennent la natation et l'apprentissage précoce à partir de 4 ans de l'aisance aquatique puissent utiliser ces vidéos et que finalement, tous ensemble, on utilise les piscines pour faire de la prévention parce que c'est un des aspects de la piscine, c'est de faire cette prévention. D'un mot, c'est déployé déjà dans toute la France. J'ai vu qu'il y avait des départements pilotes. On en est où du déploiement de ce dispositif? Alors l'an dernier, on a déployé dans toute la France via notre réseau de constructeurs installateurs, mais il y a aussi la possibilité parfois via le ministère des Sports, via des associations, de se procurer ces kits et aussi de nous les demander sur notre site internet. Si un particulier nous le demande, on va en envoyer un à la demande comme ça. Grâce à notre fonds de dotation, c'est comme ça qu'on finance finalement ces kits Vigiplouf qui sont très importants. Merci beaucoup Joël Pulinx et à bientôt sur Bismart. On passe au zoom de ce Smart Impact. On va continuer de parler d'eau puisque c'est la journée mondiale de l'eau. Bonjour Geneviève Leboucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice accès à l'eau et assainissement chez Veolia. Ce 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. C'est peut-être la première fois que la France va se sentir aussi directement concernée. Il y a eu la sécheresse de l'hiver ce mois de février sans pluie, puis évidemment la sécheresse de l'été dernier et sans doute celle de l'été prochain. Est-ce que vous voyez une accélération de la prise de conscience finalement face à ces défis, à ces enjeux de l'eau ? Alors, vous dites que c'est la première fois. Par le passé, on a déjà eu des sécheresses. On peut se rappeler de la sécheresse de 1976, qui était déjà assez forte. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, l'été dernier, on a vécu une sécheresse intense. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait autour de 1250 cours d'eau en France qui étaient à sec. Et on a vu un réel impact également au niveau de la baisse des rendements agricoles, de 15 à 30% en fonction des régions. Ce qui est nouveau également, c'est que ça s'est suivi par également une sécheresse hivernale. Et donc, ce qui veut donc dire qu'en ce moment, les nappes ont du mal à se recharger et que donc on risque très certainement de vivre un été 2023 qui effectivement sera à nouveau sec. Donc là, ce qui est nouveau, c'est en fait la répétition. Et l'enchaînement. Et l'enchaînement des sécheresses, associé également à un assèchement très fort des sols, ce qui fait une sorte d'accélération en fait ensuite de la sécheresse. Oui, et donc je posais la question de la prise de conscience parce que cet enchaînement, c'est ça finalement qui crée une situation, je pense, un peu nouvelle. On est d'accord. On s'est souvent dit que la France était un peu un pays béni des dieux en matière de ressources en eau et qu'on découvrait des enjeux de pénurie. Est-ce que vous dites ça vous aussi ? Alors, vous parliez effectivement de prise de conscience. Effectivement, on a fait une enquête en décembre l'année dernière, une enquête qu'on a menée dans 25 pays dans le monde. Ce qui est frappant, remarquable, frappant, c'est que 76% des sondés disent être dans un sentiment d'urgence écologique. Donc il y a vraiment cette prise de conscience et la France est dans la moyenne. Alors la France, elle est dans la moyenne, elle n'est pas parmi les plus sensibilisés non plus. On va trouver par exemple en Espagne, très proche de chez nous, un sentiment encore plus fort, autour de 80% des sondés qui sont dans ce sentiment d'urgence. Ouais. Et ça va assez loin parce que du coup, non seulement ils sont dans ce sentiment d'urgence, mais également
ils sont prêts à accepter des solutions qui n'étaient pas forcément entendables il y a quelques années. Et alors ça nous amène à notre thème principal, qui est celui de la réutilisation des eaux usées. Et c'est vrai que là aussi, quand on fait un peu le comparatif, la France est très en retard par rapport à déjà des voisins proches, des pays plutôt du sud de l'Europe. On va citer l'Espagne, l'Italie, si on va plus loin, Israël, puis on peut aller dans d'autres pays. On a un peu voyagé grâce à vous. Ce retard, comment vous l'expliquez? Il s'explique par ce qu'on vient de décrire ensemble, c'est-à-dire des décennies, voire plus, des siècles, où finalement on n'avait pas de problème de ressources en eau? Alors effectivement, en France, il y a moins de 1% des eaux usées qui sont recyclées, alors qu'en Espagne, on va être autour de 15% et jusqu'à 90% en Israël. Ça s'explique effectivement parce que ces pays sont confrontés, de par leur climat, à des phénomènes de sécheresse depuis plus longtemps. Et donc, ils se sont adaptés. Et c'est ce que la France va devoir faire, s'adapter. Et ça, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des solutions qui existent, et que d'ailleurs vous déployez depuis longtemps ailleurs. Oui. Il n'y a pas besoin de faire un saut technologique pour trouver des solutions, vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'y a pas de saut technologique et je pense qu'il faut envisager ces solutions de recyclage également dans un panel de solutions. Lorsqu'on est dans un pays où il y a une tension sur la ressource, il y a un certain nombre de choses qu'il faut envisager. Premièrement, il faut continuer à protéger les ressources, c'est indispensable. Ça ne suffira pas. Ensuite, il faut également mieux consommer l'eau. Développer de la sobriété, encourager parfois à changer les usages. Les collectivités également peuvent envisager des tarifications incitatives pour pouvoir diminuer les consommations d'eau. Il faut également ne traiter que l'eau brute que l'on va consommer. Et ça fait référence à un sujet dont on avait déjà parlé par le passé, au rendement des réseaux d'eau potable. Il y a à peu près 1 milliard de kilomètres de réseaux en France. C'est énorme, 22 fois le tour de la Terre. Et le rendement de ces réseaux est autour de 20-25%. Ce qui veut donc dire qu'il y a 1 litre sur 5 qui est, entre guillemets, perdu. Il n'est pas complètement perdu car il retourne à la nature, mais on a traité trop d'eau par rapport à leur usage. Et donc ça, il faut absolument travailler là-dessus. C'est quoi? C'est des capteurs? C'est des capteurs, c'est une meilleure connaissance des réseaux, c'est de la digitalisation, c'est du télérelevé. Toutes les techniques existent. Il faut absolument les déployer sur l'ensemble de nos réseaux en France. On a même également développé des techniques très originales, en particulier pour les réseaux qui sont par exemple à la campagne. On utilise les chiens. Et les chiens, en fait, vont utiliser leur odorat pour pouvoir identifier les fuites, et ça marche très bien. Presque des chiens sourciers, en quelque sorte, quoi, on pourrait dire ça. Et alors ensuite, lorsqu'on a mis en place, en fait, l'ensemble de ces solutions, on peut également développer une sorte de mix des ressources en eau. Au même titre que dans l'énergie, on va développer un mix énergétique pour ne pas être dépendant que d'une seule ressource. Dans l'eau, il faut qu'on fasse pareil lorsqu'on est dans des territoires où il y a une forte tension sur la ressource. Et ça passe par du développement de ressources alternatives en complément de l'eau potable. Alors c'est quoi ces ressources alternatives? Et donc, parmi ces ressources alternatives, le recyclage des eaux usées dont on parlait tout à l'heure. Alors, de quel pays on peut s'inspirer pour justement progresser en la matière? Alors, beaucoup de pays dans le monde. Donc, je citais tout à l'heure Israël. On a également, par exemple, un exemple chez Veolia en Jordanie, à Samra, où on va produire 130 millions de mètres cubes d'eau recyclée par an, qui va être utilisée ensuite en agriculture. Ça permet de fournir 10%
l'eau pour 10% de l'agriculture du pays. C'est énorme. Oui, c'est énorme, effectivement. Un autre exemple, on va aller de l'autre côté de la Terre, en Californie, West Basin, une usine d'assainissement où là, on va produire 60 millions de mètres cubes par an d'eau usée traitée. Et alors là, ce qui est particulier, c'est qu'on va même produire 7 niveaux de qualité différents. Pour des usages différents ? Des usages différents. Okay. Donc en fait, là, il y a eu toute une analyse des différents usages qui étaient disponibles localement et on produit une eau de qualité pour chacun des usages, bien évidemment, pour un usage industriel, pour un usage agricole. On fait même de la recharge de nappes. Les qualités d'eau qui sont demandées ne sont pas les mêmes. Donc on peut recharger des nappes phréatiques avec des eaux usées, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. On va recharger des nappes phréatiques, pas avec des eaux usées de manière directe, bien évidemment. Les eaux usées sont d'abord traitées dans les usines d'assainissement et ensuite on va appliquer un traitement complémentaire de manière à avoir une qualité compatible avec la recharge. Allez, on continue de voyager. Sur la carte, je pointe la Namibie. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Alors, la Namibie, c'est un très bon exemple qui démontre en fait qu'il n'y a pas de frein technologique. En Namibie, on va jusqu'à produire de l'eau potable à partir de l'eau qui sort de la station d'épuration. Donc on a une deuxième usine en fait à la sortie de la station d'épuration pour produire de l'eau potable et on fournit l'eau potable pour un tiers de la capitale Windhoek en Namibie. Et c'est un exemple qui est très important puisque dans quelques jours on va fêter les 20 ans de l'exploitation de cette usine. Ce qui démontre qu'on a déjà un retour d'expérience de 20 ans d'exploitation de ce type de technologie et de maîtrise de la qualité sanitaire. Pour appliquer tout ou partie de ces technologies et dupliquer ces exemples en France, est-ce qu'il faut changer la réglementation ? Est-ce que c'est ça le point de départ ? Alors effectivement, on parlait, donc parmi les freins, il n'y a pas de frein technologique, on l'a dit. Il n'y a plus de frein d'acceptation sociale, on l'a dit, les citoyens sont prêts. Il y a 83% des Français qui sont prêts à accepter ce concept de recyclage des eaux usées. Parmi les freins, il y a effectivement la réglementation. On a une réglementation en France qui est peu lisible, qui est complexe. On va avoir également des vides réglementaires. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la recharge de nappes. La réglementation française ne dit rien par rapport à cet usage qui serait la recharge de nappes. On a également une réglementation qui est un peu en silo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver pour des usages précis une réglementation bien précise, mais bien souvent pour la viabilité des projets, il faut envisager, comme à West Basin, que je vous citais tout à l'heure en Californie, plusieurs usages pour pouvoir rendre le projet viable. Et ça, pour le moment, dans la réglementation en France, ça n'existe pas. Et enfin, dans la réglementation, il y a également des interdictions et des usages qui ne sont pas encore autorisés par la réglementation. Merci beaucoup. La balle est donc dans le camp des pouvoirs publics. Merci Geneviève Le Boucher et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite. Smart Ideas avec Alexandre Pérez, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous, vous êtes le fondateur de Divi, créé il y a 2 ans. C'est quoi l'idée de départ ? Divi, c'est une marque française, c'est une marque dédiée au bien-être, à la molécule du CBD, le cannabidiol. Je ne sais pas si vous connaissez le CBD, oui, j'avais déjà essayé le CBD. Jamais essayé, mais je connais de nom. J'en ai ramené pour vous et vos équipes en régie. Le CBD, c'est une molécule naturellement présente dans le chanvre. Le chanvre, c'est une plante qui est assez incroyable, on va y revenir. La France est le premier pays producteur du chanvre en Europe. Et cette molécule vient améliorer les maux du quotidien. Quel le type stress, de maux ? Le sommeil, les règles douloureuses par exemple, en jouant sur votre chaîne endocannabinoïde qui permet d'améliorer et de réduire ces douleurs. Donc vous proposez sous quelle forme, c'est quel type de produit ? Alors chez Divi, on a 3 axes. On travaille sur une huile sublinguale, c'est un complément alimentaire. Vous déposez quelques gouttes sous votre langue et ça vient améliorer le matin, le soir en fonction de vos besoins. Ça, c'est vraiment destiné à la pharmacie, à la parapharmacie aujourd'hui. On est dans 150 endroits aujourd'hui. On a développé également des boissons
c'est des canettes avec 20 mg de CBD. Tout est produit en France chez Divi et qui donc permet, au moment après le sport, avant un examen ou le soir, en tout cas, de jouer sur le goût autant que sur le bien-être. Et des infusions. Oui. Alors, vous avez fait partie des lauréats, des élus produits de l'année, saveur de l'année. J'ai vu saveur de l'année, goût responsable. C'est quoi un goût responsable? C'est un peu l'histoire de Divi. C'est-à-dire qu'on a lancé Divi il y a 2 ans. On s'est inscrit à ces concours qui sont, je le dis, c'est très important. C'est les votes des consommateurs et des consommatrices. Et on a gagné, effectivement, élu produit de l'année sur les boissons et également sur l'huile J'ai bien dormi, qui vient améliorer votre qualité de sommeil. Et on a gagné saveur de l'année sur les infusions et les boissons. Goût responsable, c'est-à-dire que cette année, je ne veux pas parler à leur place, mais en tout cas, ils ont rajouté dans leur notation, leurs critères de sélection, tout ce qui est écologie, évidemment, empreinte carbone. Et par exemple, on a réduit 50% de notre consommation de plastique sur nos emballages en 6 mois. Et on continue vers ça sur les infusions. Et donc, c'est vraiment une consécration pour une aventure qui a à peine 2 ans. Alors justement, quand on crée une entreprise en matière de responsabilité, on essaye de cocher un certain nombre de cases. Donc par exemple, les emballages, vous avez dit que vous avez commencé dans cette démarche. Vous allez aller encore plus loin? Alors c'est intéressant parce que moi, vous le savez, Thomas, je faisais de la télé pendant 20 ans. Donc tout ça, c'est nouveau pour moi. Je passais de la télé au CBD. C'est assez particulier de se retrouver sur un plateau. Normalement, je suis plutôt en régie. Effectivement, tout vient assez naturellement, en fait, en rencontrant, en échangeant. Et puis aussi, je pense qu'on évolue tous et la société a évidemment beaucoup évolué. Donc on a réduit très fortement notre consommation de plastique sur les emballages, 50% en 6 mois. On continue, par exemple, un indice, mais sur les infusions, aujourd'hui, on a des infusions avec une cordelette et un tag, ce qu'on appelle ce petit carton-là. Bah, mine de rien, cette cordelette-là et ce tag, ça crée, ça pollue, ça faut les produire, etc. Donc ça, on est en train de travailler sur la nouvelle version pour la rentrée. On enlève, on n'y aura donc que le sachet. Il n'y aura plus ces cordelettes, par exemple. C'est le genre de choses qu'on fait. Donc vous produisez en France? Tout est fait en France, absolument. C'est important pour moi dès le départ. On a le soutien de la BPI qui est arrivé par la suite, mais c'était un vrai choix, surtout sur cette molécule qui gagne à être connue, qui peut être confondue avec une autre molécule qui est interdite, qui est le THC, qui crée une dépendance, qui n'est pas le cas du CBD. Et c'était important pour moi, on ne vend pas de produits à fumer, par exemple, d'aller sur du 100% français. Autant pour l'empreinte carbone que pour rassurer les consommateurs. Alors je continue de chercher les cases. La logistique, quel choix vous avez fait? La logistique, j'ai rencontré une société assez incroyable et des gens, parce que c'est quand même d'abord une aventure humaine, qui est basée à Angers et qui est un CAT, donc qui permet la réinsertion de personnes à mobilité réduite et qui s'occupe en partie de la mise en packaging de nos produits. Donc, tout est fait à Angers et aussi de la logistique pour l'expédition auprès des GMS avec qui on travaille. Alors je voudrais il nous reste 1 minute 30 pour parler du chanvre, parce que vous nous l'avez dit, la France, premier pays producteur européen. Vous dites c'est une plante un peu magique, c'est une plante qui pousse facilement déjà? C'est une plante qui absorbe 4 fois plus de CO2 qu'elle n'en produit. Donc déjà ça, c'est rien que ça, déjà c'est super. Dans le chanvre, il y a la graine, il y a la tige et il y a la fleur. Chaque composant de cette fleur s'utilise. C'est-à-dire que la graine, on en fait de l'huile. Par exemple, moi, je ne le fais pas, mais ça se fait. La tige, on en fait de la fibre pour les bateaux, pour les jeans, pour les maisons, pour l'isolation. C'est extrêmement important. Et la fleur, c'est là où sont les cannabinoïdes dans lesquels on va chercher le CBD. Mais en plus, elle ne nécessite pas d'arrosage artificiel. Donc c'est quand même un deuxième point fort. Pas d'engrais. Et ça permet vraiment d'en faire un leader aujourd'hui. On était leader mondial, on a été dépassé, on est leader européen. C'est vraiment une plante qui a plein de ressources et qui est ancestrale. Ouais, et donc pas d'engrais, ça veut dire que. Mais il y a des producteurs. Oui, je vous dis, c'est facile de se fournir. Il y a beaucoup de producteurs. Au début de Divi, j'avais pris un champ, même pour produire nos propres matières premières. Ensuite, on a travaillé différemment avec un partenaire français. Mais oui, bien sûr, il y a plein d'agriculteurs. C'est une vraie filière. Et ben voilà, on aura découvert aussi cette filière. Merci beaucoup, Alexandre Pérez, et bon vent à Divi. Vous n'êtes pas mauvais en dehors de la production télé. Vous en sortez pas mal. C'est gentil, j'apprends. Allez, merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission Smart Impact et à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.